Bon, je vais démarrer. S'il y a d'autres personnes qui arrivent, je les réaccepterai en cours de route. Donc voilà, comme je vous... Bah déjà, bienvenue pour ce nouveau webinaire donc, sur la thématique études de marché. Donc là, on est réunis ensemble pour 1 heure et demie. Donc l'idée c'est de d'avoir 1 heure un petit peu descendant parce que voilà moi je vais vous dérouler un petit peu le principe de l'étude de marché, le pourquoi du comment, à quoi ça sert, etc. Et après donc on a un temps de questions-réponses qui est prévu donc pour la dernière demi-heure. Donc comme je vous ai marqué dans le chat, n'hésitez pas pour l'instant du coup à noter toutes vos éventuelles questions qui arriveraient au fur et à mesure que je vais dérouler le support. Et comme ça voilà vous pourrez me poser vos questions à la fin. On aura un petit temps où voilà, vous pourrez rouvrir vos micros, mettre votre caméra si vous le souhaitez aussi, pour qu'on puisse échanger sur vos différents, en tout cas les problématiques que vous pouvez rencontrer ou les questions qui sont arrivées pendant le webinaire. Sinon, du coup, pour l'instant, je vais vous inviter, moi, c'est à couper vos caméras, couper aussi vos micros, et puis voilà, on pourra tout rallumer à la fin. Alors, donc, ce webinaire, il s'inscrit dans un ensemble de 9 webinaires qui ont été proposés, enfin, qui sont proposés tout au long de l'année 2025. Donc voilà, on a essayé de couvrir un petit peu tous les sujets que les agriculteurs ou les porteurs de projets peuvent se poser comme question aujourd'hui, en tout cas pour lancer plus sereinement leur activité. Ou aussi, si à un moment il y a une question particulière, voilà, on a déjà l'activité et on se pose des questions pour changer quelques points. Voilà, donc ça c'est un petit peu les 9 webinaires qui étaient au programme. Donc là on est arrivé donc au le sixième sur 9, donc qui va traiter de l'étude de marché. Et donc il en restera 3 derrière et j'y reviendrai à la fin de la session pour vous présenter les dates des prochaines rencontres. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir dans ce webinaire-là? Donc tout d'abord, ça va être déjà une étude de marché. Qu'est-ce qu'on entend par là? Donc qu'est-ce que c'est? Quelle est sa définition? Ensuite, on verra les étapes clés d'une étude de marché, donc rapidement, et ensuite on pourra rentrer dans chacun des différents points. Donc, comme je l'ai dit aussi, donc il y aura un petit temps de questions-réponses à partir normalement de 14h30 si je suis pas trop longue à vous parler. Alors par contre, j'entends mon petit micro, si c'est possible de le couper. Alors je sais pas si je vais voir la personne. Non, c'est bon, tout le monde est... Alors, je me permets de couper le son d'un des participants. Comme ça fera pas d'écho pour les autres. Alors, pour commencer, du coup, la définition d'une étude de marché, qu'est-ce que c'est? En fait, l'étude de marché, faut le voir grosso modo comme une photo. Donc, c'est une photo à un moment présent. Donc là, en l'occurrence, du marché existant. On va le photographier au moment où vous commencez à vous poser des questions pour lancer un projet ou lancer un produit, un nouveau produit ou lancer une autre activité. Voilà, ça va être de photographier qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau du marché pour après vous pouvoir vous aligner sur les attentes des consommateurs, sur de la concurrence, etc. Donc grâce à cette photographie, voilà, vous allez pouvoir après établir un plan commercial derrière pour mesurer les chances de réussite de votre projet. Globalement aussi, donc l'étude de marché, ça va être une analyse de 4 grands éléments. Donc on va analyser l'offre. Donc là, on va se concentrer vraiment sur quel produit vous allez vendre, sur la demande. Est-ce que les clients vont acheter le produit quand je vais dire produit, je parle aussi d'activité, hein. Par exemple, de l'accueil à la ferme, etc. Ça va rentrer dans le même principe. Est-ce que les clients vont venir acheter ce produit ou cette prestation? Aussi, considérer l'environnement, dans quelle époque on se situe, dans quel lieu, qui sont les concurrents, qui vont être les éventuels partenaires à qui on pourrait faire appel. S'intéresser aussi à la législation, parce que voilà, derrière tout projet, il y a une législation, que ça soit sur du commercial, du sanitaire, de l'accueil, etc. Enfin voilà, il y a vraiment toute une législation à bien connaître, une réglementation.
Et après, donc le dernier point, le dernier élément à prendre en considération donc pour bien connaître votre marché, ça va être donc tout l'aspect marketing. Et là, c'est donc plus comment est-ce que vous allez vendre votre produit ou votre activité, sur quel canal de distribution vous allez pouvoir aller et sur quelle stratégie, enfin, et quelle stratégie commerciale de ce fait vous allez mettre en place. Une étude de marché, à quoi est-ce que ça sert? Alors, je regarde juste s'il n'y a plus personne en salle d'attente rapidement. Non, on est bon. Donc, une étude de marché, à quoi ça sert? Il y a plusieurs points, des plus ou moins clairs et qu'on comprend tout de suite, et d'autres qui vont être un petit peu plus subtils. Donc, dans un premier temps, ça va être de connaître et de réduire les risques, parce que de ce fait, si vous étudiez bien votre marché, vous allez savoir globalement sur quel problème, enfin, quelle problématique vous allez pouvoir rencontrer à un moment, et c'est de pouvoir y répondre en amont et pas d'attendre de ce fait que la problématique se présente à vous et du coup vous sentir un peu handicapé par ça. Qu'est-ce que je fais maintenant? Donc voilà, c'est vraiment de connaître dans l'objectif donc de réduire les risques potentiels, éviter donc les erreurs coûteuses aussi. Donc si on se lance dans un projet et que bah, l'étude de marché tout de suite elle dit bah attention là il y a vraiment des points de vigilance importants à avoir en tête. Ça permet voilà d'éviter de se lancer dans des gros investissements si on sait qu'il va falloir faire une marche arrière, voire réorienter son projet. Ça va permettre également de comprendre les attentes réelles. Donc ça, les attentes réelles, c'est bah, d'un territoire ou de vos consommateurs directs. Ça va être de trouver le bon positionnement, savoir vraiment sur quel créneau vous allez pouvoir vous placer pour pouvoir après bah, bien commercialiser votre produit ou votre activité. Étudier la faisabilité commerciale du projet. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment d'avoir tous les éléments en tête sur aussi bah, la concurrence, les partenaires, les prestataires à qui vous allez devoir faire appel, les éventuels fournisseurs, etc. Tout ça, ça va permettre de bien caler les choses et notamment aussi avec l'aspect réglementation. Ça va permettre de définir et de réajuster votre stratégie, de prendre les bonnes décisions, d'évaluer également votre chiffre d'affaires prévisionnel et de rendre le projet également crédible pour les banques. Alors, c'est pas forcément demandé dans tous les demandes de prêt que vous allez pouvoir faire à la banque, mais c'est vrai que ça va permettre d'appuyer en fait votre projet et dire que bah, derrière, il y a vraiment une étude qui a été menée et que bah, certes, on n'est jamais sûr à 100% des résultats d'une étude de marché, mais vous avez quand même étudié ce à quoi vous êtes confronté, ce à quoi votre produit ou votre activité vont être confrontés, et de ce fait, ça permet de rassurer aussi les financeurs. Alors, au niveau des étapes clés d'une étude de marché, donc dans un premier temps, ça va permettre de définir votre marché. Donc un petit peu d'identifier l'historique du marché, son évolution, donc du marché, mais également du territoire, de prendre connaissance des acteurs qui sont présents pour voilà identifier bah, quels vont être les partenaires éventuels, mais également vos concurrents. Le deuxième point, ça va être de déterminer la clientèle potentielle. Donc ça, c'est étudier et identifier la clientèle, quel va être le comportement des consommateurs, quels sont leurs critères ou leurs freins à l'achat, et aussi bah, dans l'idée du coup d'avoir une implication, une préméditation un petit peu de l'évolution de ce marché-là et du coup des méthodes de consommation des clients. Le troisième point, ça va être de déterminer l'offre existante. Donc par rapport à ça, c'est bah, qui vont être vos concurrents, qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils le font, comment est-ce que vous allez vous positionner par rapport à eux, et du coup votre produit, comment vous allez le positionner par rapport aux produits que eux vendent déjà. Le quatrième point, donc déterminer les fournisseurs. Là-dedans, c'est s'il y a de la transfo ou par exemple besoin de fournisseurs autres que les produits que vous avez directement à la ferme. Admettons que vous voulez faire de la transformation et que vous avez besoin d'épices ou d'autres produits. C'est voilà, réfléchir un petit peu à bah, quel fournisseur à qui je vais faire appel. Est-ce que je vais prendre des fournisseurs locaux? Est-ce que je vais prendre des fournisseurs plus éloignés et comment est-ce que je vais les choisir? Parce que ça va avoir aussi un impact un petit peu sur l'image de votre produit à la fin. Et le dernier point, c'est donc comprendre la réglementation. Donc ça, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Donc là, c'est connaître et comprendre les lois, la réglementation, les normes, les directives qui vont être à respecter selon votre projet. Donc tout ça, ça va permettre, donc globalement, l'étude de marché, c'est une analyse qui va être fondée sur la réalité du terrain et sur des données qui vont être chiffrées.
Donc on est autant sur du quantitatif que du qualitatif. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir des chiffres qui ressortent de cette étude-là pour pouvoir vous appuyer dessus. Et voilà, je précise aussi dans le support là que je vous diffuse, faut aussi vous faire confiance à vous, parce que certes, une étude, il y aura des chiffres sur lesquels vous allez pouvoir vous baser, mais vous aussi, vous êtes un très bon outil pour réaliser cette étude de marché parce que vous connaissez votre territoire et vous connaissez potentiellement votre clientèle et votre clientèle potentielle. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à vous faire confiance. Parfois, si vous avez en tête des informations qui pourraient alimenter votre étude de marché et que vous trouvez pas forcément la validation avec des données chiffrées, etc. Voilà, votre connaissance de votre territoire, enfin, tout ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez également vous appuyer. Donc, en amont de la réalisation de son étude de marché, c'est déjà de bien définir son projet. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que ça va être vendre un produit, développer un nouveau produit, se lancer dans une nouvelle activité, faire de l'accueil, faire de la presta, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Donc, c'est déjà bien de savoir ce que vous souhaitez faire, selon ce que vous aimez faire. Donc, vos aspirations, vos appétences, vos envies mais également votre temps disponible. Ça, surtout, c'est à ne pas négliger dans vos choix de projet parce que parfois, on a tendance à le minimiser en se disant on va y arriver. Et en fait, bah, une fois que c'est lancé, on se rend compte que c'est un petit peu plus compliqué, en tout cas, que ce qu'on avait imaginé. Donc voilà, c'est vraiment bien aussi clarifier bah, le temps que vous avez disponible pour développer cette activité-là. Et donc, les questions à se poser, c'est bah, qu'est-ce que je veux vendre? Que ça soit encore une fois un produit ou un service. À qui? Où est-ce que je veux le vendre? Comment est-ce que je veux le vendre? Et quels vont être les bénéfices pour le client à qui je vais vouloir vendre ce produit-là? Donc, dans la définition aussi de son projet, c'est bah, identifier votre structure aussi. C'est certes vous faire un peu une photographie de vous, ce que vous avez envie, vos appétences, etc. Mais également votre structure, où est-ce qu'elle va se situer? Parce que ça va pouvoir influencer après derrière sur une stratégie commerciale ou une stratégie de communication, voire même sur un projet tout entier. Donc c'est où est-ce que votre structure va être située? Donc est-ce que ça va être à côté d'une route qui est assez passante? Est-ce que c'est en centre-ville? Est-ce que c'est en campagne? Ou est-ce qu'ils sont dans une zone rurale mais reculée? Voilà, ça, ce sont des éléments qui vont quand même assez déterminer la suite de votre projet et donc des éléments à bien prendre en considération dans l'élaboration de votre projet. Donc si on rentre maintenant vraiment dans l'aspect étude de marché, donc dans un premier temps, ça va être d'identifier sa clientèle. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée, ça va vraiment être à ce moment-là de photographier la clientèle et surtout à qui vous voulez vous adresser. Donc ça, c'est un petit panel de types de clients que vous allez pouvoir avoir. Donc là, c'est à vous questionner aussi avec qui vous avez envie de travailler. Est-ce que vous avez envie de travailler avec des particuliers, donc des consommateurs, on va dire, lambda, qui viendraient soit en direct chez vous, ou à qui vous souhaitez vendre vos produits, donc des consommateurs finaux, mais avec qui, par exemple, vous n'avez pas forcément de lien. Donc voilà, ça peut être un premier point. Est-ce que vous souhaitez travailler avec des commerces de proximité, des épiceries fines, des restaurants, la restauration collective? Est-ce que vous souhaitez vendre vos produits sur des marchés ou auprès de d'AMAP ou via des drives fermiers? Donc voilà, tout ça c'est assez important de l'identifier assez tôt parce que de ce fait, votre projet va vraiment découler de tout ça derrière. Vous n'allez pas forcément vendre les mêmes produits et de la même manière à chacun de ces clients-là. Et voilà, ça va peut-être aussi bah, vous questionner après sur le conditionnement, sur la taille des produits que vous allez vendre, etc. Donc le type de clientèle est à identifier assez tôt dans son étude de marché. Vos clients aussi, pour l'identifier, c'est aussi savoir où est-ce qu'ils se trouvent. Donc juste avant, je parlais de vous, où est-ce que votre structure se trouve, mais aussi vos clients à qui vous souhaitez vous adresser, où est-ce que eux ils habitent? Est-ce qu'ils sont dans une ville? Est-ce qu'ils sont en zone périurbaine? Est-ce qu'ils sont dans un milieu rural? Parce que pareil, on va pas forcément vendre ou toucher, en tout cas de la même manière, la clientèle suivant son lieu de vie. Euh, Exemple, grosso modo, c'est voilà, si je suis producteur, je sais pas moi, de pommes de terre, je vais peut-être pas vendre le même conditionnement partout.
En ville, je vais peut-être moins vendre des sacs de 15-20 kilos de pommes de terre, tandis qu'en milieu rural, ça pose moins de problème parce que dans une ville, les habitants vont plus avoir tendance à habiter parfois dans dans des appartements, donc avec moins de possibilités de rangement, ou ils auront moins de lieux de stockage. Ils vont peut-être se déplacer plus facilement avec des transports en commun, et donc pour transporter des gros volumes, ça peut être plus compliqué. Tandis qu'en milieu rural, voilà, souvent on est amené à avoir la voiture, donc on peut charger par exemple un sac de pommes de terre plus facilement. Voilà, c'est juste un exemple que là j'avais en tête, mais ça peut se reproduire pour plein d'autres produits et tout type de produits. Donc voilà, sur l'identification donc de leur lieu de vie. Et donc, cette identification aussi des lieux de vie, ça va vous permettre, vous, de définir également votre zone de chalandise. Donc, la définition de la zone de chalandise, c'est la zone géographique d'où vont provenir, enfin, d'où proviennent ou peuvent provenir les clients d'une structure. Donc là, l'objectif de déterminer cette zone de chalandise, ça va être d'estimer le potentiel de clientèle locale que vous allez avoir, mais également d'adapter vos canaux de vente à cette clientèle-là et d'éviter aussi d'être hors zone des clients cibles. Si je reprends donc la diapo juste avant sur avec quel client vous souhaitez travailler et que vous vous rendez compte qu'ils sont hyper loin, vous allez adapter complètement votre projet par rapport à ça et votre stratégie commerciale et votre stratégie de communication. Donc comment est-ce qu'on va définir une zone de chalandise? Donc généralement, on va prendre sa structure, on le met en point central, et ensuite on va effectuer des rayons autour de la ferme. Donc généralement, on peut aller jusqu'à un rayon de 30 km maximum, surtout si on souhaite toucher une clientèle particulière, mais également éventuellement des restaurateurs, sauf si vous avez vraiment identifié un restaurateur avec lequel vous souhaitez travailler qui est beaucoup plus éloigné. Ça, c'est un petit peu cette première idée en termes de distance kilométrique. Et ensuite, ça va être également de la définir avec un temps de trajet moyen. On estime, donc ça, c'est une estimation qui a été faite, que un client va être prêt à se déplacer pendant 20 minutes autour de chez lui pour aller se trouver un produit qu'il souhaiterait avoir. Ce temps, il peut éventuellement augmenter si vraiment vous êtes le seul à faire un produit ou une activité dans un rayon beaucoup plus large. Donc là, il va se dire, bah, de toute façon, si j'ai envie de faire ça, il va forcément falloir que je me déplace un petit peu plus loin. Mais par contre, si vous sentez qu'il y a une certaine concurrence autour de vous, on part du principe que un consommateur va pouvoir se déplacer jusque 20 minutes en voiture autour de soit de son lieu de vie, soit de son lieu de travail. Et au niveau donc de la zone de chalandise, donc en fait on va faire trois cercles. Donc c'est vous au milieu. Le cercle primaire, ce qu'on appelle, donc ça va être votre cœur de clientèle fidèle, donc les gens qui vont être le plus proches de vous et donc qui vont être amenés à potentiellement du coup venir assez régulièrement chez vous pour récupérer les produits ou bénéficier de vos services. Après, il y aura un deuxième cercle où là, c'est ce qu'on appelle donc le cercle secondaire, où là, on va essayer de toucher une clientèle qui sera habituée, mais plus occasionnelle, qui va venir de temps en temps, de manière mensuelle, voire annuelle. Et ensuite, on peut avoir un troisième cercle. Donc ça, c'est plus en option suivant le produit que vous souhaitez proposer. Donc là, le cercle tertiaire, où là, c'est une zone plus éloignée, mais qui reste accessible. Donc comme je le disais, si vraiment il y a un produit ou un événement particulier, on se dit bah là je me sens prêt à faire autant de kilomètres et autant de minutes de route pour pouvoir bénéficier de ce produit ou de ce service-là. Donc la zone de chalandise, globalement, ça va ressembler à ça. Bon, j'avais essayé de trouver un exemple sur Rouen, mais j'ai pas trouvé, enfin sur Rouen ou en tout cas la Seine-Maritime. Mais du coup là, j'ai récupéré une photo d'un projet sur Amiens. Donc voilà, le petit point bleu, ça va être la ferme en l'occurrence. Le cercle ici, donc c'est le cercle primaire dont je parlais. Ici, on va se retrouver avec le cercle secondaire et vraiment plus loin, du coup, le cercle tertiaire, donc pour les gens qui pourront venir vraiment si le produit ou le service leur donne particulièrement envie de se déplacer pour ça. Dans ces zones, l'idée, donc une fois qu'elles sont délimitées géographiquement, l'idée, ça va être également de regarder tout ce qui va se trouver dans ces cercles-là, donc dans ces différentes zones. Est-ce qu'il va y avoir d'autres fermes éventuellement qui font de la vente en direct? Donc là, ça peut être utile de rajouter des petits points. Donc là, par exemple, le petit point bleu qui est là, c'est vous. En mettre d'une autre couleur pour dire, bon, bah là, il y a
mes concurrents, si on peut dire ça, enfin si on veut les appeler comme ça. Si vous souhaitez par exemple vous positionner sur des marchés de plein vent, bah, c'est peut-être mettre aussi des petits points sur les différents marchés qu'il va y avoir autour de chez vous. Et avec du coup bah, les gens qui sont sur les marchés, donc les exposants, c'est d'aller voir aussi bah, eux ce qu'ils vont vendre. Est-ce que du coup votre produit va être une plus-value? Est-ce que vous vous heurtez à un marché qui est déjà hyper saturé et du coup ça ne vaut pas le coup pour vous? Voilà, ça peut être nécessaire de faire ça. Ça peut être aussi, voilà, faire ressortir les magasins alimentaires. Donc, soit pour vous dire, bah ça c'est de la concurrence aussi, donc je fais attention. Soit pour vous dire, bah eux, ils peuvent être partenaires avec moi et parce que en fait j'ai envie de vendre mes produits chez eux. Et du coup, comme ça, on identifie un petit peu où est-ce qu'ils sont situés. Et après, ça peut être aussi une réflexion pour après sur une stratégie une stratégie plus logistique au moment des éventuelles livraisons que vous pourrez faire. Si ensuite vous souhaitez travailler avec la restauration collective, ça peut être nécessaire à ce moment-là de faire émerger des points avec bah, les différentes écoles dans ces secteurs, les collèges, les cantines, enfin il y a les lycées, pardon, j'ai oublié les lycées, écoles, collèges, lycées, les cantines, mais également les cantines d'entreprise. Voilà, ça c'est des choses qui peuvent émerger et le fait que ça soit graphique, en fait, vous allez tout de suite identifier très facilement bah, les personnes à qui vous allez potentiellement pouvoir travailler. Vous pouvez le faire également sur les restaurants, aussi sur les zones résidentielles. Donc ça peut valoir le coup aussi de dire, bon bah là, le bassin de population, il va être dans ce coin-là. Euh, et du coup, là, voilà, ça peut être important d'identifier 3 à 5 lieux où les clients potentiels vont se trouver. Et donc se dire, bon bah là, c'est vraiment des zones résidentielles, pardon. Je sais que mes clients peuvent se trouver là, donc je vais peut-être essayer d'aller chercher un magasin alimentaire dans ces zones-là. Donc ça peut être important aussi pour vous. Et aussi, bah, quel trajet est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Si, admettons, je sais pas moi, je veux aller vendre quelque chose sur Ivry, quelle route les gens qui habitent Amiens vont faire pour aller là-bas? Et après, voilà, ça vous permet aussi bah, vous de réfléchir, bah, je vais essayer de trouver d'autres magasins sur la route pour éventuellement vendre mes produits ailleurs. Ou ça peut être aussi de se dire à un moment, si je veux faire de la communication mettre des panneaux signalétiques, par exemple pour promouvoir mon activité, bah, où est-ce que je vais les positionner? Parce que du coup, où est-ce que se situe ma clientèle potentielle? Donc voilà pour la partie purement zone de chalandise. Ensuite, pour continuer à creuser un petit peu sur qui est ma clientèle ou ma potentielle clientèle, on va essayer de creuser un petit peu sur bah, quel âge ils ont. Donc là, on peut définir purement des tranches d'âge, hein, suivant bah, votre produit ou ce qui va vous intéresser de découvrir. Et ça, par exemple, ça va vous permettre après de comment dire de trouver on va dire la stratégie de communication la plus adaptée pardon en fonction de l'âge de vos clients. Quel est leur sexe en majorité? Quelles sont leurs habitudes? Est-ce que c'est des gens qui viennent toujours le samedi ou est-ce que c'est principalement des familles et du coup ils sont disponibles un petit peu plus le mercredi? Enfin voilà, ça va vous permettre vraiment de définir un petit peu tout ça. Est-ce qu'ils ont des loisirs particuliers? Quelles va être leur problématique ou les solutions du coup qu'ils vont choisir pour répondre à cette problématique-là? Quelles sont un peu leurs relations sociales, mais aussi du coup les réseaux qu'ils utilisent pour communiquer? Et donc, quels sont leurs moyens de communication et comment eux, ils vont s'informer. Si voilà, si vous souhaitez toucher une population ou vous touchez une population plutôt âgée, par exemple, on va pas forcément se mettre sur les réseaux sociaux. On va dire bah, peut-être un coup de temps en temps, on va faire un encart publicitaire dans la presse parce que bah, je sais que tel journal est bien lu dans mon secteur, etc. Alors, je réadmets une personne. Je vais juste vérifier qu'elle est bien là. Oui, ça a l'air d'être bon. Donc voilà sur vraiment bah, qui est-ce qu'ils sont, qui est la clientèle. L'idée, ça va peut-être être aussi d'essayer de savoir bah, quelles sont leurs valeurs. Pour vous, bah, déjà savoir un petit peu comment orienter votre projet, mais toujours si je le relie à la communication et à la commercialisation, c'est un petit peu après savoir bah, quels mots vous allez utiliser, quel discours vous allez mettre en valeur pour pouvoir mieux vendre encore votre produit ou votre service.
Donc, quelles sont leurs valeurs? Est-ce qu'ils sont touchés par le respect de la nature? Est-ce que c'est plutôt par le respect de l'humain? Est-ce qu'ils viennent chez vous parce que vous êtes agriculteur, agricultrice ou porteur de projet et qu'ils ont envie aussi de se lancer là-dedans et ils savent comment vous travaillez et voilà, ça c'est ok. Enfin, c'est ce qu'ils ont envie de faire valoir et c'est pour ça du coup qu'ils viennent chez vous. Est-ce que c'est aussi le lien humain qui les intéresse? Est-ce que bah, de ce fait, ils vont pas aller en magasin parce qu'ils veulent vraiment du contact et donc bah, ils vont préférer venir dans un magasin à la ferme et donc bah, là, ça pourrait valoir le coup de développer un magasin à la ferme? Est-ce que c'est des gens qui adorent vos produits mais par exemple, ils finissent trop tard ou je sais pas, moi, au final, le contact humain, c'est pas ce qu'ils recherchent et donc bah, mettre vos produits dans un distributeur automatique, bah, pour ces gens-là, ça serait mieux. Parce que voilà, les gens qui font les 3-8 ou les gens qui rentrent tard le soir ou qui démarrent tôt le matin, sur la route, ils s'arrêtent et au moins vous n'avez pas besoin de vous d'être là et vous vendez quand même vos produits. Ou au contraire, voilà, c'est des gens qui ont vraiment besoin de ce contact-là. Et vous aussi, ça vous intéresse d'avoir ce contact-là. Donc, c'est l'idée de d'identifier un petit peu pourquoi est-ce qu'ils veulent, ils voudraient venir consommer chez vous. Et aussi sur l'aspect donc transparence, voilà c'est une valeur aussi qui peut exister. Enfin voilà, là j'en ai mis que quelques-unes, mais il y en a plein d'autres à identifier. Pareil, pour sa clientèle, c'est un petit peu savoir bah, quelle est leur fréquence d'achat. Est-ce que ce sont des gens qui vont venir de manière occasionnelle? Donc là, c'est pas forcément lié à la zone de chalandise, ça peut bien sûr. Si plus ils sont loin, moins ils vont venir, mais ça peut être aussi sur bah, vous vendez un produit où on n'a pas forcément la nécessité d'en acheter toutes les semaines. Donc voilà, à quelle fréquence du coup est-ce qu'ils vont venir? Donc est-ce que ça sera des acheteurs occasionnels, réguliers ou plutôt saisonniers? Je sais pas moi, c'est la saison des fraises donc je vais en parler. Donc si vous vendez des fraises, enfin voilà, c'est un produit plutôt saisonnier ou d'autres types de produits. Et voilà, c'est un petit peu bien identifié à quelle fréquence les gens ils vont venir chez vous. Quelles sont aussi leurs pratiques d'achat? Quels produits ils achètent? Pourquoi ils les achètent? Pour qui aussi éventuellement? Là, un autre exemple par exemple, si je reprends mon exemple des personnes âgées, voilà, ils vont peut-être acheter des gâteaux que vous produisez, ou des bonbons à base de miel, ou du jus de pomme, ou ce type de produit. Mais c'est pas forcément pour eux, c'est ça va être pour leurs petits-enfants. Donc voilà, l'idée c'est peut-être quand ils viennent les voir le week-end ou le mercredi. Et donc là, c'est peut-être bah, proposer ou étendre après sa gamme aussi de produits proposés éventuellement dans votre magasin ou vos distributeurs ou tout type de points de vente. Bah, du coup, d'élargir un petit peu cette gamme-là pour aussi bah, susciter l'achat. Euh, les autres pratiques d'achat à se questionner, c'est quel jour de la semaine ils vont venir en priorité chez vous si vous souhaitez mettre en place un magasin à la ferme. Et voilà, cette question, elle peut se poser de manière plus générale. Est-ce qu'il va y avoir des mois aussi spécifiques sur lesquels ils vont venir? Là, dans le discours, c'est assez orienté sur consommateur direct, mais voilà, ce discours s'adapte aussi totalement si c'est de la restauration collective ou de la restauration juste hors domicile ou aussi avec des commerces de proximité, hein. C'est tout, enfin, je veux dire, toutes ces questions-là, c'est valable vraiment pour tout type d'acheteurs. Et aussi, bah, alors, dans leur pratique d'achat, on va pouvoir se questionner également sur en quelle quantité ils peuvent acheter vos produits et de ce fait, vous, ça vous permet bah, derrière de pouvoir vous aligner aussi sur la production et de pouvoir répondre à la demande sans être dans un coup de bourre à la fin qui va plutôt vous épuiser qu'autre chose. Sur l'identification de sa clientèle, c'est aussi bah, identifier quel est leur canal d'achat qui peut être préféré. Donc c'est un peu en lien avec ce que je disais juste avant, mais l'idée c'est vraiment aussi eux de savoir où est-ce qu'ils ont envie d'acheter leurs produits. Donc est-ce qu'ils sont plus portés sur le fait de, bah, de venir à la ferme dans votre magasin? Est-ce que bah, ils veulent des produits locaux mais ils veulent faire leurs courses en une fois, ils n'ont pas beaucoup de temps pour faire leurs courses et du coup bah, là c'est plus un créneau d'aller sur de la GMS. Est-ce que c'est plus sur de la livraison à domicile ou de passer par une marketplace? Est-ce que c'est aller sur un marché? Est-ce qu'ils aiment aller sur les marchés? Est-ce qu'ils sont friands d'Internet et des réseaux sociaux? Donc là, vous pouvez également vous vendre par ces biais-là, mais c'est aussi du coup de savoir ça pour pouvoir faire votre communication derrière. Est-ce qu'ils apprécient les magasins de producteurs parce que ça leur permet d'avoir une multitude de produits d'origines un peu diverses et tout au même endroit, et du coup de découvrir d'autres produits.
Voilà, c'est arriver un petit peu à savoir enfin, savoir répondre, on va dire, à ces questions-là. Et on peut également essayer de comprendre leurs attentes. Donc tout à l'heure on a parlé des valeurs, là on va vraiment être sur leurs attentes quand ils achètent un produit. Qu'est-ce qui va être important pour eux? Est-ce qu'ils vont être focus sur le prix, et donc un prix qui sera abordable pour eux? Est-ce qu'ils vont se focus davantage sur la qualité, le goût du produit? Est-ce que c'est plus l'origine du produit qui va les intéresser et les marquer? Le fait que du coup que ça soit une origine locale, est-ce que c'est du circuit court? Ils peuvent également se poser la question sur des méthodes de production, des personnes qui veulent uniquement acheter des produits d'origine biologique, enfin du coup en agriculture biologique, avec ou pas d'intrants, enfin est-ce qu'ils sont sensibles à ça, est-ce qu'ils veulent faire attention aux produits qu'ils achètent parce que du coup ce produit-là respecterait le bien-être animal. Voilà, l'idée c'est, il y a de plus en plus de personnes qui se posent des questions là-dessus et donc c'est arrivé un petit peu à savoir qu'est-ce qui va être important pour eux. Et j'avais remis justement à cet endroit-là aussi l'aspect du conditionnement qui peut être pratique et adapté pour cette clientèle-là. Donc c'est sûr qu'on va pas forcément proposer le même conditionnement pour un restaurateur, pour la restauration collective ou pour un consommateur en particulier. Donc ça c'est on va dire je caricature un petit peu le propos, mais après, comme je disais tout à l'heure avec mon exemple de mon sac de pommes de terre, voilà, même à une échelle beaucoup plus fine, si on considère uniquement un consommateur particulier, ils vont avoir des attentes différentes vis-à-vis de ça. Et donc là, bah, avec tout ça, l'idée, ça va être vraiment de pouvoir répondre à bah, qu'est-ce qui motive leur achat et qu'est-ce qui va les freiner aussi pour que vous puissiez bah, ensuite vous aligner sur, enfin, et aligner du coup votre stratégie commerciale derrière. Donc voilà sur l'aspect clientèle. Donc ça, c'est vraiment l'analyse, on va dire, la plus fine qui soit. Et ensuite, l'idée, ça va être d'analyser son offre. Donc là, si on met les clients de côté, maintenant, ça va être son offre. Donc moi, qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que j'ai envie de proposer ou qu'est-ce que j'ai envie de vendre. Donc là, l'idée, ça va être un peu de passer au microscope. Alors attendez, il y a des gens qui arrivent. Touc. Passer un peu sous le microscope votre produit et arriver à prendre un petit peu de recul dessus pour savoir bah, la première question que je vous ai marquée, c'est qu'est-ce que représente votre produit? Quelle va être son image dans l'esprit des consommateurs. Donc, soit pour, si vous vous rendez compte que l'image qui est perçue par le consommateur n'est pas celle que vous avez envie de donner, bah, c'est arriver à se réaligner ou réorienter sa communication ou sa commercialisation pour que ça matche vraiment avec vous, votre image que vous souhaitez donner de votre produit. Soit si c'est aligné et que ça répond à leur demande, bah, c'est encore plus appuyé là-dessus. Et donc, bah, pareil, c'est bah, appuyer davantage sur bah, tous vos supports de com que vous allez pouvoir faire ou sur bah, les réseaux sociaux si vous êtes sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est que représente votre produit, quelle est son image, qu'est-ce qu'il va symboliser. Et également, on va pouvoir se poser la question, bah, quelle est sa valeur ajoutée par rapport aux produits des concurrents, à quel besoin éventuellement mon produit ou mon service va répondre, et quelle solution il va apporter. Donc une solution qui va apporter aux acheteurs, aux clients. Voilà, là, c'est vrai que je peux penser là-dessus un exemple sur bah, les agriculteurs agriculteurs ou agricultrices qui peuvent proposer par exemple des visites de ferme ou dans le cadre d'événements plus festifs, des anniversaires à la ferme. Voilà, ça peut répondre à un besoin où les parents ont envie d'organiser un anniversaire, mais ils n'ont pas envie d'y passer trop de temps, ils ont envie que ça se fasse à l'extérieur de la maison, parce qu'admettons, je sais pas moi, ils habitent dans un appartement, ils n'ont pas le temps de s'occuper de tout ça. Mais en même temps, ils n'ont pas envie de faire ça forcément dans des grandes chaînes ou quoi que ce soit. Donc là, ils vont se dire, bah voilà, une ferme qui organise des anniversaires directement à la ferme, bah génial, ça répond à ma solution, ça me répond à mon problème. C'est une solution que j'apprécie, donc je vais aller là-dessus.
Donc vis-à-vis de ça, ensuite, donc comme je le disais au tout début, donc là on a fait pour l'instant donc la définition du marché, on a fait la détermination de la clientèle, on a identifié son offre à soi, et là maintenant ça va être aussi d'identifier l'offre de la concurrence. Parce que voilà, comme je le disais, avec la zone de chalandise, l'idée ça va être de soit faire émerger bah, qui sont vos concurrents ou vos futurs potentiels partenaires. Mais voilà, la concurrence, c'est aussi à bien regarder au niveau d'une étude de marché. Et donc, ça va être bah, les concurrents directs que vous allez pouvoir identifier. C'est qui est-ce qu'ils sont, quel type de produits ils vont vendre, à quel prix, quelle est leur réputation. Donc, voilà, dans la tête des consommateurs, comment ils sont connus. Est-ce que ce sont des gens enfin voilà, qui sont hyper souriants ou au contraire pas trop. Enfin voilà, l'idée, ça va être un petit peu de savoir quelle est leur réputation à eux par rapport à ça. Quelle est leur force des concurrents? Donc, est-ce qu'ils ont une bonne visibilité, une large gamme, une fidélisation de leur clientèle? Là, c'est trois exemples de questions, mais il peut y en avoir plein d'autres, hein. Ça, c'est après à vous de pouvoir les identifier selon les cas. Vous pouvez, donc ça, c'est identifier leurs forces, mais vous allez forcément aussi pouvoir identifier leurs faiblesses. Est-ce que c'est leur prix? Est-ce que c'est plus sur une inconstance peut-être de la qualité des produits? Est-ce qu'ils ont une mauvaise communication? Pareil, il y a plein d'autres questions qui peuvent se poser. Là, c'est vraiment trois exemples que je peux vous donner là sur cette slide-là. Et vous, donc force de tout ça, le fait que maintenant vous les connaissez, vous avez identifié leurs forces, vous avez identifié leurs faiblesses, c'est comment, maintenant que j'ai fait cette photographie de mes concurrents, bah, au final, comment moi je vais pouvoir me différencier? Parce que ça se trouve, je vais être sur un produit assez similaire. Est-ce que mon produit va être plus local? Est-ce que mon engagement il va être plus éthique? Est-ce que sur les réseaux sociaux, je vais être un peu mieux qu'eux et du coup, je vais faire un meilleur. Donc, storytelling, c'est le fait de raconter une histoire sur un réseau social. Voilà, c'est vraiment comment arriver à me différencier pour que j'ajoute du coup cette plus-value à mon produit par rapport au produit ou au service de mon ou de mes concurrents. Et donc, la petite question à se poser, c'est au final, bah, qu'est-ce qui va me rendre meilleur ou différent par rapport à mes concurrents? Donc ça, là-dessus, c'est pas forcément prendre la grosse tête ou quoi que ce soit. C'est vraiment vous arriver à vous dire, bah, ok, j'ai un concurrent qui fait ça et il n'y a pas de souci, ça ressemble assez à mon produit, mais voilà, moi je veux me différencier et je vais pas être de la, je suis pas comme lui. Ma ferme n'est pas la même, moi je ne suis pas le même, mon produit final y ressemble mais ce n'est pas le même. Et c'est arriver à bien lister toutes ces différences-là pour pouvoir après bah, mieux vous vendre et vendre votre produit derrière. Donc là, on a parlé concurrence, mais donc il y a aussi l'aspect partenarial. Comme je le disais tout à l'heure, quand on fait sa zone de chalandise avec tous ces petits points, ça va certes être parfois des concurrents, mais ça va certes aussi être des éventuels partenaires pour vous. Donc par partenaire, qu'est-ce qu'on entend? Donc j'ai distingué vraiment en deux points, c'est plutôt les fournisseurs et les purs partenaires, mais plus partenaires de vente de ce fait. Sur les fournisseurs, ça va être, bah, si je reprends mon exemple avec je veux faire, je sais pas moi, une terrine et il me faut des épices pour la terrine, mais du coup je ne suis pas productrice d'épices, bah, je vais en acheter. Donc c'est bah, quels sont les fournisseurs de matières premières par rapport à ça que je pourrais avoir autour de moi ou même plus loin. Les fournisseurs, ça peut être aussi sur les questions d'emballage, les gens qui vont pouvoir éventuellement me fournir des bouteilles, des étiquettes, du carton, éventuellement si je travaille avec des bouteilles en verre enfin, recyclées, recyclables, comment est-ce que je vais pouvoir gérer la récupération du verre et le fait que ça revienne ensuite dans le système. Euh, Ça peut être aussi se questionner sur bah, les prestataires qu'il y a autour de moi. J'ai des pommes, mais moi je veux pas m'occuper de la transformation, mais par contre je veux vendre du jus de pomme bah, au niveau du pressage, quels sont les prestataires autour de moi. Si je veux vendre un produit congelé, si je veux faire de la livraison. Donc voilà, pareil, avec cette zone de chalandise, ça va te permettre d'identifier tous ces points-là. Et après, bah, si vous souhaitez, admettons, votre clientèle, vous savez que le local, c'est hyper important pour elle, bah, vous pouvez aller jusque là en fait aussi sur dire bah c'est les pommes de mon verger, il n'y a pas de problème. Le pressage, il est fait à 30 km de la ferme. L'étiquetage, il est fait à tel endroit si à la rigueur c'est pas moi qui le gère. Et voilà, du coup ça rajoute encore une plus-value à ce que vous allez dire de votre produit et de la manière dont vous allez pouvoir le vendre.
Donc ça, c'est pour l'aspect fournisseur. Et ensuite, il y a l'aspect partenaire. Donc également avec donc les points de vente éventuellement partenaires avec lesquels vous allez pouvoir travailler. Donc quelles sont les épiceries autour de moi si je veux travailler avec les épiceries? Quels sont les magasins fermiers avec lesquels je pourrais travailler et qui pourraient du coup vendre mes produits? Euh, les autres partenaires, ça peut être ceux qui vont venir transformer aussi vos produits. Donc, est-ce que, il y a des cuisiniers, des artisans, donc qui vont transformer votre matière brute? Est-ce qu'il y a des AMAP, des assos, des réseaux agricoles, aussi des EPCI, donc des territoires, des communautés de communes, qui voudraient éventuellement travailler avec moi parce que je sais pas moi, ils souhaitent créer une légumerie dans le coin et du coup ils sont à la recherche de maraîchers. Enfin voilà, c'est vraiment avoir vraiment cette connaissance de son milieu, de son environnement. Et donc les partenaires et les fournisseurs, ils vont avoir plusieurs influences sur votre projet. Et c'est pour ça que c'est nécessaire de le faire en amont et pas forcément de se lancer dans le projet et de réfléchir à son débouché une fois que la production est lancée et du coup maintenant il faut trouver des débouchés pour le vendre parce que les partenaires et les fournisseurs donc, vont avoir plusieurs influences. Donc la première c'est principalement la faisabilité économique. Donc quels seront les coûts d'achat de vos produits, quels seront les délais également de réception de la matière première ou de livraison. Quelle est la qualité enfin, ils vont aussi influencer la qualité perçue par le client, donc avec les emballages, les produits transformés ou la logistique. Ils peuvent influencer également votre réputation. Donc, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, si vous souhaitez valoriser le local, ça peut être pertinent de travailler vraiment sur du 100% local. Après, ça peut être aussi travailler avec des circuits solidaires de faire appel à des structures qui travaillent avec un personnel handicapé ou voilà si vous c'est l'idée et l'image et de vous que vous souhaitez aussi mettre dans votre produit. L'idée c'est pas de faire appel non plus à des structures pour se dire moi je travaille avec eux et du coup je suis éthiquement je suis au top. Oui, mais c'est aussi vous en fait, c'est quelle image vous souhaitez mettre dedans parce que c'est votre produit, il vous ressemble en fait. Donc voilà, ça va donc influencer la réputation, mais ça va également influencer donc la capacité à répondre à la demande. Et donc les questions à se poser au niveau de son environnement partenaire avec les partenaires et les fournisseurs, c'est donc bah, est-ce que j'ai identifié des fournisseurs fiables et locaux? Est-ce que moi je suis dépendant ou dépendante d'un seul acteur critique? On a souvent cette expression un petit peu de faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc voilà, soit c'est quelqu'un en qui vous avez une entière confiance et vous savez que ça roule, il n'y a pas de problème. Donc voilà, là c'est vous savez que ça match. Ou alors de se dire bon bah là aujourd'hui je me sens bien dépendante et bah, j'ai besoin d'en trouver aussi d'autres personnes en fait. Donc ça va vous permettre de pouvoir vous poser ces questions-là. Donc, quels sont les coûts, les délais, les conditions aussi de vos contrats? Est-ce qu'il y a des groupements de producteurs avec lesquels vous pouvez mutualiser? Et également se poser la question, est-ce que moi éventuellement je peux créer des synergies locales? Voilà, vous êtes maraîcher ou autre et du coup vous vous retrouvez avec des légumes qui ne peuvent pas être vendus. Donc est-ce que bah, vous pouvez fonctionner avec un compost avec une école ou alors vous avez besoin d'un compost et du coup vous faites appel à une école qui en a créé un. Voilà, ça c'est une synergie qui peut exister. Les principes de livraison groupée également, ou aussi de groupement d'achat entre bah, plusieurs agriculteurs. Et donc, au final, on va dire la finalité de tout ça, c'est de se dire, bah, une fois que j'ai identifié mon marché, que j'ai identifié ma clientèle, que j'ai identifié mon offre à moi et ce que j'ai envie d'en faire, mais aussi l'offre des concurrents, que j'ai bien déterminé bah, qui sont les potentiels fournisseurs et les potentiels partenaires de mon projet, la question à se poser, c'est bah, l'idée que j'avais, fort de tout ça, est-ce qu'au final elle est viable? Soit vous allez vous dire bah du coup c'est pas du tout possible, il faut que je reprenne tout à zéro, ou parfois ça va être juste de s'adapter et de s'aligner sur quelques curseurs. Et donc bah, les questions un petit peu à se poser une fois que l'étude de marché elle va être réalisée de votre côté, c'est est-ce qu'il y a une véritable demande pour ce produit-là? Est-ce que la concurrence elle est trop forte
ou est-ce qu'elle laisse de la place et vous pouvez totalement du coup vous intégrer sur le marché? Est-ce que vous avez les moyens techniques et humains de répondre à la demande? Admettons, je sais pas, vous souhaitez travailler avec la restauration collective et là, ils vous annoncent des chiffres de yaourts nécessaires par mois et que vous savez que vous pouvez pas suivre. Bon, bah, on va peut-être s'aligner autrement et soit proposer un autre produit, soit de se dire, bah, la restauration collective, oui, mais du coup, je vais travailler avec des structures beaucoup plus petites. Ça, c'est tout à fait possible. C'est des curseurs, du coup, à aligner. Est-ce que mon offre, elle est claire? Est-ce qu'elle est lisible? Est-ce qu'elle est adaptée à mes clients? Donc, une fois que vous avez vraiment ciblé la clientèle avec laquelle vous souhaitez travailler, comme je disais, derrière, il y aura toute une stratégie commerciale et aussi de communication à mettre en place. Et on va pas parler de la même manière à un consommateur en direct que à un consommateur qu'un restaurateur, par exemple. On va pas lui dire les mêmes mots, on va pas lui-même lui donner le même argumentaire derrière. Et du coup, on va pas le toucher de la même manière. Et bah, la dernière question donc à se poser de tout ça, c'est aussi bah, est-ce que moi, au final, je suis prêt à ajuster mon offre après tous les retours que j'ai pu avoir, donc les retours des études quanti, quali, éventuellement des questionnaires que j'ai pu faire, etc. Est-ce que bah moi je suis complètement prêt à ajuster mon offre pour bah, coller davantage à mon marché, tout simplement. Et donc là, pour terminer, c'est bah, quelques outils qui peuvent être utiles pour vous pour bah, réaliser votre étude de marché. Donc c'est bah, réaliser des enquêtes de terrain. Ça, c'est des choses qui sont possibles ou après faire appel à des recherches qui ont déjà été faites enfin des enquêtes qui ont déjà été faites par rapport à d'autres projets. Parfois, on peut trouver des résultats. Euh, donc voilà, ça c'est un premier point. Ça peut être aussi bah, faire des tests auprès de sa clientèle. Euh, Deux exemples, vous souhaitez développer un nouveau produit, bah, ça peut se dire bah, je vous fournis le produit gratuitement et bah, vous le testez et puis vous me faites un retour. Là, il vous dira, je sais pas moi, c'est trop épicé, c'est trop liquide ou donc ça vous permettra vous d'avoir un retour vraiment de clientèle et de pouvoir bah, après vous ajuster derrière. Ça peut être aussi ça sur du service. Vous souhaitez vous lancer dans une activité d'accueil à la ferme avant de vous lancer complètement. Bah voilà, à la rigueur, on fait, je sais pas moi, gagner 10 places pour une visite de ferme et ça vous permet de vous tester à ce moment-là et de voir du coup ce qui reste à améliorer, parce que là vous allez avoir un retour direct de la clientèle. Ça peut être des questionnaires que vous faites également passer aux consommateurs, donc soit des consommateurs que vous avez déjà, soit des consommateurs que vous n'avez pas encore et que vous souhaitez cibler. Donc là, parfois, c'est prendre attache aussi avec des personnes qui pourraient diffuser votre questionnaire pour vous, ou alors sur les réseaux sociaux. Sur le questionnaire, juste petit point de vigilance, le questionnaire auprès de sa famille, de ses amis, de tonton Jacques, etc. Ça a pas trop de valeur. Alors certes, c'est le public le plus simple à aller toucher, mais par contre, ils vont assez rarement être complètement honnêtes et transparents avec vous. Voilà, ils vont toujours vouloir minimiser éventuellement s'il y a des choses qu'ils n'aiment pas ou quoi que ce soit. Donc l'idée, c'est aussi aller chercher des gens qui ont pas de lien direct avec vous, hormis être être client chez vous. Voilà, le questionnaire, c'est là-dessus. C'est sûr que si on touche que sa sphère privée, bon, ça sera pas hyper objectif et je ne suis pas sûre que ça vous servira beaucoup pour améliorer votre produit ou votre service après ça. Des autres outils, ça va être bah, toutes les recherches que vous allez pouvoir faire sur Internet. Par exemple, pour identifier les autres producteurs qui feraient globalement les mêmes choses que vous, ou alors d'autres producteurs aussi. Mettons, vous voulez faire un magasin à la ferme et faire de l'achat-revente. Vous voulez voir, bah, mettons, moi je fais du fromage de chèvre, mais j'aimerais bien un magasin où je propose plein de produits différents. Bah, où est-ce que je trouve un maraîcher? Où est-ce que je trouve quelqu'un qui fait des fruits? Où est-ce que je trouve quelqu'un qui fait de la viande, des œufs, etc. Voilà, il y a des outils qui existent et qui vous permettent de savoir un petit peu où trouver les autres personnes. Donc il y a notamment le site internet Mon Panier 76 où sont référencés des agriculteurs qui font de la vente en direct. Il y a aussi il y a pas mal d'EPCI. Donc EPCI, c'est les communautés de communes ou communautés d'agglomération
qui aujourd'hui veulent aussi mettre en valeur le local et les produits d'agriculteurs. Et donc, il y en a pas mal qui se sont mis à faire ce qu'on appelle des cartes de producteurs. Donc, soit on va pouvoir les retrouver dans des mairies ou directement sur les sièges des coms de com, ou aussi dans des offices de tourisme. Donc ça vous permet d'avoir un petit peu, de se fait un panel des gens qui sont autour de vous. Pas hésiter du coup à aller farfouiller sur Internet, sur des sites officiels, sur des sites économiques, sur de la presse également, sur des réseaux sociaux. Pour réaliser votre zone de chalandise et de manière plus générale, pour aussi avoir une vision physique de toutes les informations que vous allez mettre en valeur, c'est utiliser des outils de cartographie. Donc notamment, il y a Géoportail qui peut être, on va dire, c'est l'outil le plus simple d'utilisation parmi les outils de carto qui sont aujourd'hui sur le marché. Et voilà, il est assez ouais, simple, enfin simple, j'ai envie de dire, si on le connaît pas, c'est sûr que si on arrive dessus, ça peut faire un peu peur. Mais voilà, c'est assez, la prise en main est assez facilitée. Il y a aussi toutes les données INSEE qui peuvent être importantes et c'est là-dessus du coup vous allez pouvoir retrouver le nombre d'habitants, aussi avoir du coup les profils socio-économiques des habitants. Ça c'est aussi hyper important pour pouvoir vous adapter à votre clientèle. Connaître également du coup les mobilités et les axes routiers pour savoir comment les gens ils vont se déplacer, comment ils vont arriver chez moi et du coup où est-ce que je me positionne et où est-ce que je vais positionner mes produits. Donc voilà, ça c'est des petits outils. Et pour finir, admettons, là aujourd'hui, vous vendez déjà ou vous souhaitez vendre après, ça peut être de réaliser ce qu'on appelle un arbre à produits. Donc voilà, vous partez de tout en haut, donc c'est la rubrique produit, donc vous partez de votre produit. Donc voilà, je suis chevrière aujourd'hui, je fais du fromage de chèvre. Et voilà, je propose plus une gamme assez large avec des traitements différents. Donc soit il sera frais, il y en a du sec, il y en a du cendré, du nature, enfin voilà, plein de sortes de produits différents. Sur quel débouché je me positionne ou je voudrais me positionner. Donc voilà, là je liste quelques magasins ou revendeurs en tout cas avec lesquels j'aimerais travailler. Après, j'identifie les clients de ces magasins-là. Voilà, un magasin à la ferme, je vais pouvoir toucher aussi bien des touristes qui sont de passage, parce que, admettons, je suis sur une zone où il y a du tourisme, ou en tout cas qui relie des axes, enfin, qui est sur un axe touristique. Je vais pouvoir toucher des familles ou des enfants. Du coup, moi, ça va me permettre peut-être d'adapter mon produit aussi par rapport à ça. On se rend compte que suivant les débouchés, je vais toucher des publics très différents. Et donc, c'est peut-être par rapport à ça que je vais devoir adapter mon produit. Et mon produit, je vais peut-être pas le vendre dans tous les points de vente. Par exemple, chez moi, si par exemple les familles et les enfants viennent principalement soit à la ferme, soit chez un fromager ou mon épicier, je vais peut-être pas adapter, enfin voilà, je vais peut-être pas proposer, admettons, je sais pas, je fais un fromage, enfin du lait à boire à base de lait de chèvre, admettons. Je sais que c'est plus adapté peut-être pour un profil enfant. Et de ce fait, je vais peut-être pas aller le proposer au magasin de producteurs parce que je sais que les enfants vont peut-être pas forcément aller là. Et au final, je me rends compte qu'il y a peu de familles peut-être qui viennent là-bas. Donc voilà, je vais pas forcément proposer ce produit dans tous les points de vente. Donc voilà sur la partie clientèle. Après, l'idée, ça va être aussi d'identifier les prescripteurs. Comment ces gens sont arrivés dans ces endroits-là? Si je reprends les touristes, voilà, ils sont peut-être arrivés à ce moment-là, enfin à cet endroit-là, parce que dans les gîtes et les chambres d'hôtes en ont parlé. On parlait de moi et de mon magasin. Du coup, ça leur a donné envie de venir. Ils ont peut-être eu l'information en office de tourisme ou via le réseau Accueil Paysan en disant cette ferme-là, elle fait de l'accueil. Donc tout ça, ça vous permettre aussi après d'identifier à qui est-ce que vous allez, auprès de qui vous allez communiquer et comment vous allez adapter aussi votre communication par rapport à eux. Donc là, sur, admettons, les gîtes, je vais me dire, ok, donc les gîtes potentiellement, ils peuvent relayer l'information aux touristes pour que les touristes viennent chez moi à la ferme, que du coup les touristes qui n'ont pas forcément toujours de frigo ou je sais pas trop, ils puissent rembarquer des produits chez eux qui soient ok. Donc voilà, peut-être plus d'affinés que de frais à ce moment-là. Enfin en tout cas proposer une gamme large pour que aussi les touristes puissent venir manger ce qui je recherche en tout cas à ce moment-là. Là donc il y a une petite rubrique également sur la concurrence.
Donc les autres personnes, les structures qui feraient un produit qui serait similaire au mien, et quand je dis similaire, je parle pas forcément de similarité sur le goût, la méthode de production ou la qualité du produit, c'est vraiment plus sur voilà, la fromage de chèvre, on va dire classique, qui d'autres proposent du fromage de chèvre autour de moi. Et donc bah, là, ça me permet d'identifier bah, d'autres producteurs et leur prix de vente. Ça me permet d'identifier la GMS et également les prix de vente, les fromagers. Et au moins comme ça, je vois tout de suite bah, qui vend quoi et à quel prix. Et moi, ça me permet aussi de m'aligner. Et si je me rends compte que bon, bah, mon produit est plus cher ou moins cher, bah, c'est derrière aussi réussir à adapter son discours pour expliquer pourquoi le produit va être plus ou moins cher par rapport à de la concurrence. Bah, le dernier point, donc ce qu'on disait, hein, quand on fait la photographie de son environnement partenarial, on va avoir les concurrents, mais également bah, les partenaires. Et donc bah, là, on va pouvoir se dire, bah, j'ai un GIE Caprin qui est pas très loin de chez moi, donc il va pouvoir m'aider sur bah, les techniques de production, d'élevage, d'avoir des références aussi sur ce qui se, les techniques d'élevage ou sur la rentabilité autour de moi. Et donc voilà, ça me permet de revoir un petit peu tout ça. L'agglomération aussi, la connaître parce que bah, eux, ils vont pouvoir avoir des circuits de commercialisation. Donc soit sur de la restauration collective, mais parfois aussi sur de la vente, alors du coup semi-directe. Ils vont pouvoir aussi bénéficier enfin vous faire bénéficier de subventions. Donc ça, c'est des choses à avoir en tête. Est-ce qu'il y a des CUMA? Est-ce qu'il y a d'autres producteurs et du coup il pourrait y avoir de l'entraide? Est-ce qu'il y a les réseaux des CIVAM aussi qui vont pouvoir bah, vous accompagner sur bah, différentes questions que vous allez vous poser si vous souhaitez rejoindre un groupe aussi pour échanger avec des pairs. Voilà. Donc l'idée un petit peu de cet arbre à produits, c'est bah, soit ça se fait en réflexion de projet, et là vous identifiez comme ça assez rapidement vers qui vous devez vous tourner, et au moins c'est schématique et graphique, parce que parfois on peut avoir aussi vite peur de tout ce qu'il y a à faire et tout ce qu'il y a à voir. Bah là on va prendre case par case, on va se dire ok bah du coup pour ce public-là, qu'est-ce que je vais faire pour lui, à quel niveau mon produit va pouvoir, ou mon service en tout cas, va pouvoir répondre à leurs problématiques. Donc le fait de le schématiser comme ça permet, on va dire, de dédramatiser aussi parfois l'impact et tout ce qu'il y a à faire dans une étude de marché. C'est y aller vraiment étape par étape et de se mettre sur une feuille de papier et de y aller doucement. Et voilà, on a fini du coup, enfin moi j'ai fini en tout cas, de vous faire un petit tour sur le principe de l'étude de marché, sur bah, les choses à avoir en tête, les points de vigilance aussi sur une étude de marché, et vous proposer également quelques outils pour pouvoir la réaliser. Donc, une étude de marché, vous pouvez la réaliser vous-même. Comme je vous dis, ça peut prendre un peu de temps, mais vous on trouve assez bon, facilement, je mets quand même des guillemets, mais les informations en tout cas qui vont pouvoir vous permettre de répondre à vos besoins. Voilà, voilà pour moi. Du coup, bah, si il y a des questions, c'est le moment, donc n'hésitez pas à rallumer vos micros et puis bah, vos caméras aussi, comme ça on pourra peut-être se voir. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, on a encore à peu près une demi-heure à passer ensemble pour répondre à tous vos sujets. Moi, je veux bien commencer. Il faut Euh, toujours une première. c'est ça. Merci, hein, déjà, c'était top. Je pense que je reprendrai du coup, je reprendrai tous les points pour justement faire tout sur Word avec un beau tableau, moi aussi. Euh, déjà, au tout début, je voulais savoir dans les webinaires là qu'il y a eu avant, j'ai pas pu participer à tous parce que j'étais en formation. Est-ce que par exemple, s'il y a un webinaire qui nous intéresse, on a possibilité d'avoir les diapos? Alors, moi, j'ai, en fait, donc ces webinaires-là n'ont pas tous été proposés par le CIVAM. Il y a eu aussi la chambre de Normandie, en fait, qui en a fait. Donc, en tout cas, nous, sur la chaîne YouTube du CIVAM, vous pouvez retrouver les nôtres. Donc, nous, on avait fait sur la communication et sur la réglementation commerciale et sanitaire. Donc, ça, vous pouvez... De quoi? C'est des circuits courts
qui m'intéressait. Du coup, je sais plus qui l'avait fait, mais je pourrais vous envoyer peut-être le mail de la personne qui l'a organisé pour savoir du coup si elle l'a mis quelque part, s'il y a eu un replay ou en tout cas s'il y a le support qui est accessible. Bah, merci. Sinon, voilà, sur la chaîne YouTube du CIVAM, du réseau, réseau des CIVAM normands, vous pouvez retrouver les 2 dernières visios qui ont été faites. Et du coup, bah, celle-là, il sera aussi dans quelques jours. Ok, merci. Du coup, après, je sais pas s'il y a d'autres mondes. Moi, j'avais encore quelques questions. En général, combien de questions il faut pour quand on fait, alors pas toute l'étude de marché, mais quand on fait un questionnaire auprès du public, parce que je sais que si on fait 20 ou 30 questions, je pense que les gens ils vont pas prendre le temps de répondre, ça va faire trop long. Est-ce que vous savez à peu près la moyenne du nombre de questions qu'il faut poser pour pas trop dépasser, pour qu'on ait un maximum de réponses? Alors, on va dire par rapport à ça, tout dépend la méthode que vous allez utiliser en fait pour faire votre questionnaire. Si c'est un Google Form sur Internet où les gens doivent répondre à des questions, on va dire plus de 10, où on va commencer enfin entre 10 et 15, ce sera vraiment le grand maximum. Et moi, souvent, je conseille pas plus de 10 questions. Après, voilà, tout dépend aussi si vous voulez connaître leur identité. Parce que ça, vous pouvez gagner un petit peu de questions et aussi, bah, il y aura peut-être plus de transparence si, ils seront peut-être plus enclins à répondre si vous demandez pas leur nom, leur ville ou quoi que ce soit. Enfin, tout dépend de quel niveau d'information vous souhaitez avoir sur les gens qui vont répondre. Mais voilà, souvent ça va être une dizaine de questions. Après, ce questionnaire, il peut être fait aussi d'une autre manière. Si par exemple, je sais pas, vous voulez tester un produit que vous lancez et que vous souhaitez avoir quelques clients autour d'une table en disant, bon bah voilà, je développe ça. Est-ce que vous pouvez me donner votre avis? Là, vous pouvez du coup avoir d'autres questions et creuser davantage avec eux, même aussi à l'oral en fait. Tout dépend si vous voulez être sur un questionnaire papier, sur un questionnaire en ligne. Voilà, tout dépend vraiment de ce que vous souhaitez, quel support vous souhaitez utiliser. Bah, moi, je pensais le en ligne pour toucher un maximum de personnes, en fait, mettre sur les réseaux. Je me dis que ça va se partager et peut-être être plus évident. Ouais, bah, je dirais entre 10 et 15 questions, 10-15 questions maximum. Et c'est aussi, enfin, pour les questionnaires, c'est bien les tester aussi en amont. Parce que du coup, l'enchaînement des questions va avoir une certaine importance enfin voilà, si on rentre tout de suite dans le vif du sujet ou si au contraire on essaye de connaître davantage le client, ils vont peut-être pas répondre de la même manière. Et voilà, les questions, on va dire, plus subtiles, un peu plus fines, on essaye de les mettre à la fin. Et parfois, ça peut être aussi des histoires de questionnaires avec, je vais pas retrouver le mot. Par exemple, quand on clique sur une question et qu'il y en a une autre qui s'ouvre derrière, Oui. parfois ça peut faire un peu moins peur que si on arrive dessus et qu'on voit tout de suite qu'on a 30 questions à répondre. Même moi, personnellement, quand je vois ça, même si parfois c'est pour aider des amis, je me dis, je fais ça plus tard. Et en fait, je le fais pas. Et donc voilà, parfois ça peut être se dire, bon, bah, s'il répond oui à ça, bah, il y a telle question qui arrive derrière. S'il répond non, bah, il y a telle question. Et voilà, ça permet de creuser un petit peu davantage, mais on essaye de pas dépasser 15 questions, grand max. Ok, merci. Après, Et voilà, pour. tout dépend aussi de vous, quelle information vous souhaitez avoir. Est-ce que c'est vraiment, je lance un nouveau produit ou un projet et du coup je veux plus connaître les gens. Donc là, il y aura un certain... Ce que je veux dire par là, parce que je m'y perds moi-même, c'est on va peut-être pas essayer tout de suite de rentrer dans je veux... un questionnaire aussi doit avoir une finalité. Donc il y aura peut-être un questionnaire dans un premier temps si vous lancez un projet pour connaître votre clientèle. Ça sera un questionnaire 1. Et on va peut-être pas tout de suite dans ce questionnaire-là, admettons si je reprends mon exemple du fromage de chèvre, lui demander en même temps, est-ce que tu préfères du fromage aux herbes ou du fromage avec des épices ou du fromage à l'échalote? Voilà, on va peut-être pas aller tout de suite dans ce détail-là. C'est peut-être déjà, on fait un premier point sur, bah, moi je lance un projet et du coup je veux connaître potentiellement mes clients. Et du coup là, on va essayer de questionner bah, d'où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment, quelles sont leurs valeurs, enfin un petit peu les premières questions que j'ai présentées sur la partie clientèle. Et après, si on veut aller encore plus loin, c'est un moment où on veut lancer un produit, qu'on dit, bon bah voilà, je lance mon produit de fromage de chèvre, j'ai envie de démarrer avec 5 goûts, bah, quels sont vos goûts préférés? Ou alors j'ai déjà ma gamme et j'ai envie d'en créer un nouveau, mais j'ai envie que ça réponde à vos besoins. Bah là, on fait un questionnaire purement pour ça. Mhm. Ouais, précis. Voilà, pour pas les perdre tout de suite, parce que même eux, ils vont peut-être se dire, oula, trop.
qu'est-ce qu'elle me veut? Elle veut bien savoir beaucoup de choses sur moi. Donc voilà, l'idée, c'est pas de leur faire peur non plus par rapport à ça. D'accord, merci. Et j'avais une petite dernière, et après c'est tout, je laisse la parole. C'était quand vous parliez d'analyser la concurrence, pouvoir étudier leur amabilité, s'ils ont souvent des produits qui changent, leurs tarifs, tout ça. Mais hormis nous y aller et devenir consommateur, on peut faire comment? Parce que je me vois pas mettre dans le questionnaire, est-ce que des gens peuvent me renseigner sur tel magasin à telle adresse? Enfin, ça se fait pas, clairement. Comment est-ce qu'on peut savoir, hormis être client, Bah, devenir client? alors, soit du coup, c'est vous. Après, concurrence, c'est pas forcément non plus des gens avec qui on s'entend pas. Ça peut être aussi un producteur qui est votre voisin et qui fait le même produit que vous. Mais du coup, vous le connaissez, vous savez un petit peu comment il est, et là, vous-même, vous pouvez juger de comment il est. Souvent, on a tendance à dire concurrent, c'est pas copain. Mais parfois, ça peut être voilà des gens juste parce qu'ils font le même produit, mais on peut être très bien s'entendre ou quoi que ce soit. Juste, on va être potentiellement sur les mêmes marchés et donc il va falloir s'aligner par rapport à ça. Donc voilà, c'est déjà aussi bah, soit connaître les gens. Si vous faites par exemple des marchés, vous voyez globalement aussi les autres personnes, comment ils tiennent leur stand, comment ils sont avec le client, quels produits ils vont vendre. Donc voilà, c'est de l'observation de votre part. Parfois, si vous souhaitez aller en catimini, en GMS ou dans des magasins, bon bah là, ça pose moins de problème. Là où c'est plus difficile, on va dire, c'est sur d'autres producteurs à la rigueur avec qui vous éventuellement vous vous entendez pas trop, ou vous sentez qu'il y a une concurrence, mais pour le coup assez frontale. Là, voilà, ça peut être bah, soit des gens qui les connaissent dans votre entourage, ou bah, des clients après peut-être qui viennent maintenant chez vous et qui vont plus chez eux parce que bah, telle ou telle raison. Enfin voilà, c'est là-dessus on va pas forcément utiliser la partie questionnaire. C'est vraiment plus là-dessus de l'humain, donc soit sur la personne comment elle est, mais aussi sur ses produits, parce que c'est sûr que vous n'allez pas forcément aller chez votre voisin producteur relever ses produits, enfin les prix de ses produits tous les mois. Bon, c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est aussi savoir un petit peu qu'est-ce que vous voulez étudier, est-ce que vous connaissez les produits, est-ce que vous ou pas, ou est-ce que c'est plus du coup de l'identification de son comportement aussi vis-à-vis d'une clientèle ou bah voilà, c'est quelqu'un peut-être qui est un peu froid, mais du coup, faut apprendre à le connaître. Mais vous, au contraire, vous avez toujours le smile. Enfin voilà, ça peut être aussi des choses comme ça en fait sur lesquelles on va pouvoir s'aligner en fait. D'accord. Ok. Et voilà, faites jouer vos relations. On n'est pas non plus obligé de tout faire de manière, comment dire, assez structurée, par exemple par un questionnaire. Un questionnaire pour la concurrence, ça peut être un peu plus compliqué. Là, c'est plus soi ou échanger avec des proches ou éventuellement d'autres clients. Enfin voilà, c'est des choses. Que par exemple, ils vont peut-être pouvoir vous dire à un moment, si je prends toujours mon exemple de fromage de chèvre, ah mais quand est-ce que vous développez, je sais pas moi, du fromage de chèvre avec la tomate séchée parce que l'autre jour j'ai vu tel producteur qui faisait ça sur tel marché, c'était génial. Mais par contre, il est un peu loin de chez moi et du coup, j'aimerais bien que vous le développez. Enfin, est-ce que vous comptez le développer? Ok. Voilà, tout ça, c'est, on va dire, de l'information à prendre et qui est vraiment bonne à prendre et à conserver bah, pour soi aussi. Ok. Donc Bah, voilà, merci. c'est pas là-dessus, c'est vrai que c'est pour ça que je redis bien, une concurrence, c'est pas forcément ennemi. Je mets quand même des guillemets en disant ça. Ça peut être juste voilà, comment est-ce qu'on va faire pour s'aligner et essayer bah, de répondre vraiment. L'objectif, ça va être de répondre à sa clientèle en fait, de lui faire plaisir, de vendre les produits qu'elle veut sans se perdre soi-même. Ça, c'est aussi important. On n'est pas obligé de répondre à tous les besoins de la clientèle si ça nous éloigne trop de ce qu'on est et de ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est la chose essentielle aussi à bien retenir. Et voilà, c'est vraiment arriver à avoir, comme je disais au tout début, c'est vraiment la photographie de ce qui se fait. Et moi, du coup, qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment je vais le faire par rapport à cette photographie-là. Ok. Voilà. Merci beaucoup. J'arrête là mes questions. Alors, c'est le moment. S'il y en a d'autres, c'est le moment d'y aller. J'ai vu qu'il y en avait un peu dans le chat. Enfin, j'ai vu des... Tac, tac. Ah, il n'y a pas de questions sous le coude. Et des gens qui doivent partir. Bon, ça va alors. Pas de questions. Donc, s'il y en a d'autres qui ont des questions, pour l'instant, j'en ai pas dans le chat. Donc, n'hésitez pas. Ah, j'ai Céline qui lève la main. Cécile, pardon. Excuse-moi. Oui, alors c'était très complet et précis, donc c'est pour ça qu'il y a peut-être pas beaucoup de questions. Euh, et du coup, je crois qu'il y a une autre date en septembre sur le même thème.
Ouais, on y arrive juste qui est après. prévu. Et je voulais savoir si c'était la même chose ou si ça complétait ce qu'il y avait eu aujourd'hui. Alors, sur études de marché, il n'y en a pas d'autres. Enfin, sauf si j'en ai loupé une. Mais ça, normalement, c'est les trois J'ai- prochains webinaires qui restent. Donc, il y en a une le 25 septembre sur calculer son prix de revient. Ah bah, c'est peut-être ça qui est un doublon alors. Ouais. Oui, bah alors après, du coup, c'est pas forcément les mêmes approches que, comme je disais, on est trois. Ouais, je crois qu'on est trois partenaires à organiser des webinaires. Du coup, parfois, ça va être des approches différentes. Mais donc voilà, le prochain planning, c'est 25 septembre, calculer son prix de revient, qui revient le 4 novembre, mais du coup avec une autre approche sur calculer ses prix de revient. Et entre-temps, il y a 29 septembre, donc là, ça c'est moi aussi qui l'a fait sur étiquetage des produits. Et par contre, en parallèle, en septembre, on organise nous une formation au CIVAM sur l'étude de marché et les prix et le calcul de ces prix de revient. Donc ça, c'est une formation sur 2 jours. Parce que là, voilà, on a aujourd'hui là l'objectif d'un webinaire, c'est vraiment de pouvoir vous dire rapidement les points essentiels et les points de vigilance à avoir concernant une thématique. Après, si on veut vraiment rentrer plus en détail et voir au cas par cas la situation de chacun, c'est plus de l'ordre de la formation. Et donc là, il y a une formation qui est prévue les 15 et 16 septembre au CIVAM à Louville. Merci. Pas de souci. Alors, je vois qu'il y avait d'autres questions en attendant dans le chat. Je réponds à la dernière tout de suite. Donc sur est-ce qu'on va recevoir le support d'aujourd'hui? Donc oui, moi je vais pouvoir vous envoyer le PowerPoint par mail. Donc comme je l'ai fait, alors j'avais un peu de retard hein, pour le dernier webinaire, j'ai envoyé ça que ce matin, je crois. Les journées sont un peu chargées en ce moment. Et du coup, là, je vais vous envoyer le support. Et quand ce sera mis également sur notre chaîne YouTube, en fait, je vais vous envoyer un seul mail avec le support en pièce jointe et le lien vers la chaîne YouTube pour que vous puissiez également retrouver le replay du coup de cette session. Donc voilà pour Elodie. Et ensuite, donc Catherine qui pose une question, comment faire si on veut s'installer dans un département qu'on ne connaît pas encore? Alors ça, du coup, c'est sûr que c'est, on va dire, entre guillemets, plus aisé de faire une étude de marché sur un territoire qu'on connaît. Alors quand on connaît pas, on peut se référer bah, aux données qui préexistent. Donc comme je le présentais à ce niveau-là, si je reviens un peu en arrière. Alors ça, je vais le bouger. Toc. Donc déjà, il y a des outils qui peuvent exister, donc tout dépend de la région, mais par exemple en Normandie, enfin en Seine-Maritime, pardon, il y a Montpagny 76 donc qui identifie donc les producteurs en vente directe sur le département du 76, mais il y a aussi d'autres outils similaires qui ont été créés, par exemple je sais que dans les Hauts-de-France c'est où acheter local, et à chaque fois quand vous tapez sur internet producteurs locaux, tel département ou telle région, vous allez souvent avoir des outils qui peuvent être proposés. Donc déjà ça vous permet d'identifier les producteurs autour de vous, donc qui pourraient compléter votre gamme ou du coup potentiellement des concurrents en tout cas sur les produits que vous allez proposer. Après pour connaître la clientèle, mais avec des données on va dire plus généralistes comme les profils socio-économiques ou les données INSEE, le nombre d'habitants, etc. Donc ça, vous retrouvez assez facilement sur Internet également. Et après, bon, ça c'est toujours, on peut se dire, ça fait un peu de l'espionnage, hein, mais par exemple sur les recherches Internet, par exemple, quand vous allez trouver les producteurs, bah, parfois, ça peut être aussi de bah, noter le nom du producteur ensuite dans Google et de voir ce qui ressort. Donc, il y a tout souvent maintenant les petites fiches, ce qu'on appelle Google My Business, qui sont sur la droite de votre écran, où voilà, vous retrouvez facilement les coordonnées, les horaires d'ouverture, etc. Et souvent, du coup, il y a des gens aussi qui mettent des avis. Donc, c'est vrai que ça vous permet aussi de savoir un petit peu bah, comment est cette personne, quels sont les produits, quels sont les retours des clients. Bon voilà, sur ça, souvent, ça va être parfois les gens qui râlent et qui vont dire ce qui va pas, mais il y a aussi les gens qui disent ce qui va. Donc ça vous permet également de savoir un petit peu bah, qui sont ces gens-là. Euh, Après, sur les questionnaires, ça peut être aussi bah, faire appel ou des enquêtes de terrain, ça peut faire appel, enfin, vous pouvez également faire appel, aux mairies ou aux communautés de communes en disant, bah voilà, moi j'ai un projet d'installation à tel endroit, je souhaite lancer tel projet, je voudrais savoir un petit peu bah,
qui est la population, quelles sont les données socio-éco, est-ce que c'est principalement des familles, des personnes âgées ou autres. Donc voilà, ça là-dessus, les gens qui connaissent le mieux leur territoire, ça reste les locaux, quoi. Donc pas hésiter du coup à faire appel à ces gens-là. Et je sais pas du coup si j'ai répondu complètement à votre question, Catherine, ou si c'était aussi sur un autre sujet. Bon bah Elodie et Catherine, ça a l'air d'être bon. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Il nous reste encore petite dizaine de minutes ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas. Sinon, on peut se quitter là aussi. N'hésitez pas, hein. Si vous avez des questions, vous pouvez rallumer vos micros et prendre la main. Il y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé de passer par le chat. Bon bah ça a l'air bon. Je vois personne d'autre qui lève la main et j'ai plus trop de questions dans le chat. Bah du coup, comme je vous ai dit, donc moi je vais vous envoyer le support dans quelques jours, quand on aura mis aussi donc la vidéo en ligne donc sur la chaîne YouTube des Civam du réseau, enfin réseau des Civam Normands, je vais y arriver. Bah moi je vous dis à la prochaine. Donc pour moi ça sera au mois de septembre, le 29 septembre, donc pour une session étiquetage des produits. C'est un peu moins fun, mais bon, il faut y passer quand même. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup de votre participation à ce webinaire et bah, je vous souhaite une bonne fin de journée ensoleillée et sous la chaleur et à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Un grand merci. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée.